Salut les gars, je suis Anne-Laure Baratin et vous écoutez le podcast Genre de filles. Chaque semaine, je reçois une fille unique en son genre pour parler sans tabou de mission de vie, de galère, de déclic ou non, de féminin, de maternité ou pas, tout ça. Par leur parcours, leur engagement et leur choix de vie, elles m'ont bluffée et j'ai à cœur de vous les faire découvrir. Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création éditoriale qui accompagne les entreprises engagées s'adressant aux femmes et ayant à cœur de traiter leurs problématiques. Aujourd'hui, mon invité est Floriane Pelletier. Alors pour la petite histoire et pour ceux qui connaissent, j'ai fait le bilan de compétences Switch Collective il y a quelques années. Floriane s'occupait alors de la communication et elle envoyait chaque semaine une newsletter à la communauté. C'était une des rares newsletters que je lisais de A à Z, parce que non seulement elle était truffée d'infos intéressantes, mais aussi parce que le ton employé était drôle et percutant. Et puis un jour, Floriane a envoyé une dernière newsletter pour annoncer qu'elle aussi, elle allait switcher à son tour et qu'elle se tournait vers l'univers de la beauté. Je ne vous en dis pas plus, mais je vous invite vraiment à la suivre sur Instagram ou à vous abonner à sa newsletter. Car Floriane, en plus d'être drôle et percutante, écrit très bien. Je lui laisse maintenant la parole. Bonjour Floriane, en ce 26 avril 2021, reprise des écoles et des crèches, comment vas-tu ? Écoute, très bien, mes enfants sont enfin retournés à l'école et à la garderie. Tout va très bien. Eh ben super, moi aussi c'est pareil. Grand sentiment de joie et de liberté. De liberté retrouvée, tout à fait. Tu es la créatrice de C'est du joli. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, C'est du joli, c'est du work in progress. Aujourd'hui, je propose des massages corps et visage. Les massages sont basés sur les méthodes de drainage lymphatique. Et pour le visage, c'est un mix entre le Kobido, qui est une technique japonaise, et le drainage lymphatique avec une méthode brésilienne qui est assez connue en ce moment, qui s'appelle la méthode Renata França. Et quand je te dis que c'est du work in progress, c'est que aujourd'hui, ça représente la plupart de mon activité. Mais quand je me suis lancée, j'avais en tête d'ouvrir un lieu qui puisse mixer mode et beauté et qui accompagne les femmes pour les aider à se sentir toujours jolies malgré l'âge qui avance et les rides qui arrivent. Et ça, c'était mon idée avant le Covid. D'accord. Et depuis le Covid, je fais comme je peux. Voilà. Donc, je fais des massages. L'idée du lieu qui était hyper bien ficelé dans ma tête a évidemment un peu évolué. Donc, j'ai décidé d'accepter les imprévus. T'as raison. De me laisser guider. Voilà. Donc, j'ai décidé que cette année 2021, ce serait ça. Essayer. C'est très bien. Et j'ai vu que tu étais souvent dans des endroits, tu pouvais masser au bon marché. Tu as trouvé des lieux pour t'accueillir aussi. Alors, j'ai trouvé un lieu dans lequel je suis en résidence principalement, qui est un hôtel qui est dans le 7e arrondissement. D'accord. Qui est, je profite de l'hôtel vide avec le confinement pour utiliser une chambre à temps plein. Ouais. Et j'ai eu l'opportunité effectivement de proposer des massages du visage, surtout au bon marché, via Eau Licence, qui est un. Alors, à la base, c'est plutôt une agence de bien-être qui proposait des contenus pour des marques de beauté et qui a eu l'opportunité d'ouvrir des pop-up donc, autour de la beauté et du bien-être au bon marché et dans d'autres endroits. Et moi, je trouvais ça très cool d'être au bon marché. Je trouvais ça très classe. C'est dans le 7e, pas très loin de l'hôtel dans lequel j'exerce également. Donc voilà. Et ça m'a aussi fait un peu changer mon fusil d'épaule sur l'histoire du lieu dont je te parlais. À la base, je l'avais vraiment imaginé comme un appartement privé. Et en fait, plus ça va, plus je me dis que des formats pop-up événementiels, ça pourrait fonctionner aussi. Donc, c'est pour ça que j'avais voulu tester le bon marché jusqu'à la fermeture en février pour voir si c'était un format qui pouvait être intéressant pour développer C'est du joli.
Et quand tu masses au bon marché, ils te prennent pas une commission trop importante? Ah bah bien sûr que si. Si, si. Non, non, je l'ai vraiment fait pour l'image et parce que je trouvais que la philosophie de licence était chouette. Mais c'est effectivement pour l'image. Enfin, c'est quand même hyper cool de dire que je propose des massages au bon marché. Ça me positionne tout de suite de manière un peu plus luxe, on va dire. Oui, puis ça te donne Mais une... oui, c'est pas du tout la même chose que quand je le fais à l'hôtel, ça, c'est sûr. Et quel a été le cheminement pour que tu te dises, je veux masser les femmes? Alors, mon cheminement, c'était pas du tout je veux masser des femmes. C'était un cheminement très égoïste à la base. C'était lié à l'impression d'être passée de l'autre côté de la barrière en termes de beauté. Donc, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais en fait, j'ai eu 35 ans et j'ai vu mes premières rides arriver. Je me suis dit, oulala, ça y est, on suis là. Et je me reconnaissais pas trop ni dans l'aspect chirurgie esthétique, donc tout ce qui est botox ou acide ou autre pour combler les rides, ni dans une démarche trop holistique de j'accepte et c'est merveilleux et je vis mon âge merveilleusement bien. Donc j'avais envie de trouver des méthodes naturelles et manuelles, donc sans machine ni bistouri ou seringue, qui puissent vraiment me permettre d'avoir un truc en plus. Un peu, tu sais, comme quand tu sors de chez le coiffeur, quand t'es pas raté, évidemment, Ouais. et que d'un coup, tu te sens un peu plus jolie. Les personnes vont pas forcément le remarquer, mais toi, tu as une démarche un peu plus assurée quand tu sors chez le coiffeur. Mais moi, c'est ce sentiment que j'avais envie d'avoir via à la base du coup des traitements qui étaient manuels, qui étaient davantage liés au visage. Et en fait, après différentes recherches, je suis tombée sur la méthode Renata França, qui donc vient du Brésil et qui proposait à l'époque des formations uniquement au Portugal et qui a un massage qui est uniquement manuel et qui permet d'avoir des résultats hyper concrets. Parce que ça, c'était l'autre point hyper important. Certes, je voulais des méthodes naturelles, mais je voulais aussi des méthodes qui marchent et sur lesquelles on voit un vrai avant-après. Et la méthode Renata França, quand tu tapes ce hashtag sur Instagram, tout ce que tu vois, c'est des photos avant-après que ce soit des corps ou des visages. Donc, sur les corps, tu as l'impression que la fille, elle a perdu 3 kilos Ouais. juste après 1 heure de massage. Enfin, c'est merveilleux, cette histoire. Ça existe vraiment. On peut avoir l'impression de faire du sport sans bouger. Et sur les rides aussi, et sur globalement le fameux glow dont tout le monde parle sur Instagram, tu vois, d'avoir vraiment l'impression d'avoir fait un mini lifting sur son visage. Je trouvais ça hyper chouette. Donc c'est pour ça que je me suis lancée dans cette formation. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir vivre rapidement en étant dans le monde de la beauté et de pouvoir en vivre financièrement assez rapidement. Parce que comme j'avais déjà eu des expériences avant entrepreneuriales et que j'étais en freelance, bah, j'avais pas d'autres ressources de revenus. Je pouvais pas me mettre en création d'entreprise et toucher le chômage en même temps. Donc, il fallait aussi que je trouve des sources de revenus assez vite. D'accord. Et Voilà. l'effet dure combien de temps de ces fameux massages? Alors, sur le corps, si évidemment tu ne prends pas une grosse cuite le soir même et que tu as une bonne alimentation, que tu bois beaucoup, enfin voilà, il n'y a pas de secret non plus. Ouais. Ça dure entre 4 et 7 jours. Très honnêtement, plutôt 4 que 7. Et sur le visage, ça dure un peu plus longtemps. Et puis après, c'est aussi une manière de prendre soin de soi via le geste. Et en fait, plus on le fait, plus ça fonctionne. Donc, que ce soit des massages que tu fais avec une professionnelle ou que ce soit des gestes que tu inclus dans ta routine, tu peux voir rapidement des effets. Ouais, ouais. Et voilà. Tu as eu une expérience dans l'entrepreneuriat, dans la couture. Tu expliques dans un article que j'ai trouvé que tu as dû convaincre ta maman, grande féministe, que la couture n'était pas forcément un asservissement de la femme. Alors, comment tu as fait pour lui dire que tu allais masser les femmes pour qu'elles paraissent plus jeunes? Alors, écoute, je pense que comme j'en ai fait voir de toutes les couleurs dans ma vie professionnelle, elle a lâché l'affaire. En fait, quand je lui ai dit que je me lançais dans la couture, elle m'a vraiment regardé d'un air. Mais bien sûr, ma fille, parce que pour elle, la couture, c'était vraiment
un retour en arrière où elle avait ses cours au collège, où il y avait cours de couture obligatoires pour les filles. Et donc pour elle, c'était vraiment un asservissement incroyable. Donc je me mette là-dedans. Elle était surtout elle qui m'avait évidemment jamais initiée à ce genre de truc. Je n'avais jamais touché une machine à coudre de ma vie. Moi, ma vie, c'était je passais mon temps chez Zara, hein, évidemment. Donc voilà. Puis après, elle a vu que ça marchait et que je m'amusais. Donc elle a un peu lâché l'affaire. Et alors quand je lui ai dit que j'allais devenir masseuse, là, j'ai vu le vide dans son regard. Moi, tout à fait. Mais écoute, continue à explorer, ma fille. C'est très bien, hein. Est-ce qu'elle est venue, voilà, est-ce qu'elle est venue tester tes massages? Ah bah, autant dire qu'elle a fait office de testeuse de nombreuses fois entre ma mère, ma sœur, mes copines. Avant que je me lance vraiment, j'avais un léger syndrome de l'imposteur en rentrant de la formation, qui est somme toute assez courte. Ouais. Je me suis beaucoup entraînée, alors sur mon conjoint déjà, qui était ravi pendant le confinement, et puis tout le monde, enfin toutes les femmes que je connaisse après, ils sont passés avant que je me lance véritablement et que je prenne de l'argent contre un massage. Pour dire que comme j'étais pas du tout dans ce monde-là avant, j'avais jamais eu même le plaisir de masser à titre personnel. Enfin, c'était jamais un truc où je m'étais dit tiens, allez, si chérie, je te massais ce soir. Donc c'était une vraie découverte. Et je me souviens avoir eu un échange avec une amie où elle m'avait, juste avant que je fasse la formation, elle m'avait dit mais t'es sûre que ça va te plaire de toucher des gens toute la journée? J'étais genre ah bah oui, c'est vrai que j'étais tellement concentrée sur c'est cool, j'ai trouvé un massage qui propose des vrais résultats. Je m'étais même pas posé la question de est-ce que ça allait me dégoûter ou non de toucher des corps. Donc, Ouais. Donc c'était une petite nouveauté, mais écoute, pas du tout. Ça s'est extrêmement bien passé. Donc voilà. Et tu es maman de 2 enfants, il me semble. Non, c'est ça? 2 enfants et demi. En fait, j'en Ouais. ai un qui est pas à moi, D'accord. mais que je connais depuis qu'il a 2 ans et qu'on a une semaine sur deux. Donc D'accord. je le considère un petit peu à moi aussi. Enfin, même s'il a une mère qui est très présente. D'accord. Et j'en ai 2 vrais entre guillemets à moi qui D'accord. ont 7 et 3 ans. Mais grosse famille, dis donc. Et bah, grosse famille recomposée, que des Ouais. mecs. Ouais. Ah. N'oublions pas mon chat, qui Ouais. s'appelle Patrick, qui est un mec aussi. Donc non, ouais, grosse famille. Enfin, grosse famille, ça va. Mais Oui. oui, c'est du boulot. Écoute. Et est-ce que la maternité, ça t'a apporté, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta conception de la vie professionnelle? Eh bien, la première réponse qui me vient, c'est pas grand-chose. Ouais. Euh, Mais il y a pas de bonne réponse. Je vais Mais passer pour une mère indigne. pas du Non, tout. Tu rigoles. non, pas grand-chose dans le sens où j'ai toujours eu besoin de réussir professionnellement et j'ai toujours eu peur que les enfants soient une entrave à ma réussite professionnelle. Donc je me suis toujours vue avec des enfants. Plus, je pense, parce que c'est comme ça, parce que quand on est une femme, on fait des enfants. Donc, c'est jamais quelque chose que j'ai questionné. Et donc, quand il a été question d'en faire, j'en ai fait et je suis très heureuse aujourd'hui. Mais c'était pas si tu veux, moi, le premier confinement avec mes enfants 24 heures sur 24, bon, j'étais très contente que ça se termine. Ah, mais je te comprends. Je réussis, j'ai pas l'impression de réussir parce que je suis mère. Je vais avoir l'impression de réussir ma vie parce que professionnellement, je m'amuse. Voilà. Enfin, je suis complètement d'accord avec toi. J'avais la discussion hier soir avec mon conjoint et je trouvais que le dernier tabou à lever, c'était aussi de dire avoir des enfants, ça peut aussi être considéré comme un frein à ta carrière professionnelle. En tout cas, et le confinement, je trouve, ne fait que confirmer, en tout cas, ça ralentit. Et, tout à fait. Alors, dans mon cas, ça n'a jamais eu lieu parce que, alors quand j'ai mon premier enfant, j'étais encore en CDI, mais à la base, je viens déjà des agences de com et pour le coup, j'étais dans une agence dans laquelle tout se passait hyper bien et certes, j'ai fait mes 3 mois de congé mat et j'étais très contente de revenir et j'ai toujours été connectée pendant mon congé. Mais tu vois, je suis pas revenue en étant en placard.
Et puis après, quand j'ai eu le deuxième, j'étais dans mon expérience en start-up. Donc, de toute façon, c'était moi qui faisais mon propre planning. Et parce que j'ai un homme qui est présent à la maison aussi, ça n'a jamais été un souci. Et puis financièrement, ce qui est la réalité aussi, c'est que tu te poses beaucoup moins de questions quand tu as les moyens de faire garder tes enfants. Enfin, Oui, tu vois, je suis d'accord. on est, voilà. Donc j'ai la chance et de pouvoir vivre correctement de ce que je fais et d'avoir un conjoint qui gagne lui aussi bien sa vie. Donc voilà, tu vois, si on veut déjà on a la possibilité de les faire garder, même si on n'a jamais eu de place en crèche. Si un soir on veut sortir, eh ben on a le loisir de pouvoir se payer une babysitter. Donc c'est pas non plus les mêmes contraintes. Et ton conjoint, il t'a toujours. Donc là, évidemment, tu me dis qu'il a une place quand même importante dans ta gestion de la vie professionnelle. Et, Oui. et- est-ce qu'il t'a toujours soutenu dans tes changements de carrière, dans ta formation? Comment ça s'est passé? Alors oui, bon déjà je lui ai jamais laissé trop le choix, C'est mais il bien. m'a jamais mais après il m'a jamais rien imposé non plus. Enfin il sait que j'ai besoin de réussir pour me sentir bien. Donc ça c'est un point important. Il sait que je suis plutôt ambitieuse. Pour ma première expérience en start-up, alors certes j'avais le chômage les 2 premières années. Mais c'était quand même lui qui était plutôt le pilier financier, on va dire. Et pour la suite, je me suis toujours plutôt débrouillée pour qu'on ait une répartition égale des charges à payer. Et même aujourd'hui, tu vois, j'ai 36 ans, j'ai plus envie que lui prenne une charge financière plus importante. Donc, je fais vraiment attention à ce qu'on soit, à ce qu'on ait des répartitions hyper égales en termes de tout ce qui est à payer chaque mois. D'accord. Donc c'est un truc que m'a inculqué ma mère. C'était vraiment ne sois jamais dépendante de ton conjoint. Bah, ça m'est bien resté. Si tu veux. Et tu as réussi à l'issue de tes 2 ans de chômage, enfin, je veux dire, c'était quelque chose que tu avais bien planifié pour te dire, même à la fin de mes 2 ans de chômage, il faut que je sois indépendante financièrement. Non, alors quand c'était ma première aventure entrepreneuriale, je n'étais pas. Je gagne. En fait, on se versait l'équivalent du chômage que j'avais avant. Donc c'était 2 500 € par mois. Ça ne couvrait évidemment pas et le loyer et toute la gestion des enfants. Et donc là, c'était pas égalitaire, mais c'était genre ouais 60-40. On va dire. Et c'est vraiment après cette première aventure entrepreneuriale, j'ai dû me lancer en freelance parce que pas le choix, parce que l'entreprise, pour le coup, Lou Antoinette, allait moins bien. Et on était 3 associés, dont 2 à temps plein, et les 2 ne pouvaient plus se payer à temps plein. Donc moi, je me suis mise à récupérer des missions en freelance. Et c'est ce qui là m'a permis de beaucoup mieux gagner ma vie et de repartir sur une répartition égalitaire des coûts. D'accord. Et est-ce que le fameux équilibre vie pro, vie perso, ça te parle? Est-ce que tu penses que ça existe? Et est-ce que ça existe pour toi aujourd'hui? Est-ce que ça existe Est-ce que ça existe Oui. Oui, ça existe. Alors, ça existe que depuis peu de temps pour moi. Je me suis toujours beaucoup donnée dans ma vie professionnelle. Donc, en fait, je sais que mon emploi du temps est conditionné en fonction de mes enfants. Donc, j'ai un emploi du temps très cadré de 8 heures jusqu'à ce que les enfants soient couchés, tu vois, à 21 heures. Donc, moi, je fais du 8 heures, 19 heures et après, je recommence à travailler à 21 heures. Donc, D'accord. autant te dire que quand j'étais en free, c'était 21 heures, 2 heures du matin. Mhm. Et là, ça va un peu mieux. Mais, euh, mais, mais encore une fois, comme moi, je m'épanouis quand j'ai du travail, quand ça fonctionne bien, professionnellement parlant, la question s'est jamais posée comme ça. Après, j'ai vu il y a eu un vrai changement dans mon cadre perso puisque mon conjoint, lui, avait une agence de com qu'il a revendue puis après, il a fait un break quelques mois, il a recommencé dans une autre agence, mais qui n'est plus à lui. Et donc, lui, pour le coup, a mis en place un vrai équilibre vie pro, vie perso.
Et je vois que moi, j'ai une charge mentale beaucoup moins importante depuis ce temps-là. Enfin, j'ai l'impression que maintenant, c'est lui qui fait tout et moi qui fais plus grand-chose, en gros, si je te le fais grossièrement. Mais parce que là, il est salarié ou parce que non, justement. Non, il est indépendant. D'accord. Il est indépendant, mais il a trouvé un hyper bon équilibre euh, vie pro, vie perso. Et Ouais. il a 10 ans de plus que moi aussi, donc il a déjà eu tout ça, tu vois. Lui, c'est bon, il a réussi financièrement, donc il a encore envie de s'éclater dans son job, mais il a aussi envie d'en profiter à titre personnel. Donc il s'autorise beaucoup plus de choses que ce qu'il pouvait faire encore il y a quelques années. Donc là, tu es en train Moi, de. je suis pas du tout encore arrivée à ce point-là. Moi, j'ai encore besoin d'avoir des réussites professionnelles, mais voilà, lui, il a trouvé son équilibre. Et il passe plus de temps avec les enfants, il a plus de temps pour lui. Tu vois là, dans 10 jours, il va partir pendant une semaine faire des randonnées, faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ouais. Donc, je vais me retrouver pendant une semaine toute seule avec les enfants. Bon, ben voilà. Non, mais la conclusion de ce que tu me dis, c'est quand même que ton mec aime la charge mentale et kiffe la charge mentale. Alors, il kiffe. Écoute, ça le dérange pas. C'est ça qui est fou, hein, quand même, c'est que il est pas fondamentalement féministe. Et moi, qui le suis devenu beaucoup plus depuis un an, il a assez tendance à lever les yeux au ciel et, je l'énerve assez vite quand moi j'ai des convictions de plus en plus féministes. Mais néanmoins, il est effectivement pour une répartition 50-50. C'est lui qui fait toute la cuisine. Bah, tu vois, moi, je fais le linge et le ménage, mais voilà, enfin, j'ai l'impression qu'il s'occupe plus des enfants que moi. Il est, ça lui fait plaisir en fait. Oui. C'est même pas une question de charge mentale ou autre, c'est que lui, dans son rééquilibrage de vie pro, vie perso, eh ben, il apprécie passer du temps avec les enfants, s'occuper d'eux, voilà. Donc écoute, c'est très bien. Moi, je peux plus bosser pendant que lui peut plus s'occuper des enfants. Exactement, c'est un super exemple. Exactement. Est-ce que parce que tu masses les femmes, tu as l'impression de mieux comprendre leurs problèmes? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent souvent dans ce qu'elles te confient ou dans ce qu'elles te disent? Alors ça, c'est un gros point. Euh, euh, Comme tu le sais, et parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, dans mes missions en freelance, j'ai bossé pendant 2 ans pour une boîte qui s'appelle Switch Collective et Oui. qui fait un nouveau genre de bilan de compétences qui est d'abord basé sur l'introspection et sur qui je suis pour savoir vers quoi je dois aller professionnellement parlant. Et donc, quand je suis arrivée, donc moi, j'étais responsable marketing et com là-bas. Et donc, quand je suis arrivée, moi qui étais très terre à terre, pragmatique, bon, ça va, si ça va pas, ça ira mieux demain, hein, tu vas pas nous saouler. J'ai fait face à des personnes qui étaient en profond mal-être professionnel et donc personnel. Et je me suis aussi formée à différentes techniques, alors de juste d'une meilleure compréhension via, je sais pas, des techniques holistiques, des approches de développement personnel que j'ai dû tester par la force des choses et certaines qui m'ont pas mal parlé et qui me permettent aujourd'hui, quand j'échange avec les femmes qui sont sur ma table de massage, de leur d'avoir des échanges de qualité avec elles. Alors, bon, il y a celles qui viennent juste passer un moment relaxant et qui veulent tout sauf qu'on leur parle. Ça, c'est très bien. D'accord. Et puis, il y en a, et c'est quand même les plus nombreuses, qui aiment bien parler. Alors, spécialement en ce moment, parce que globalement, avec le confinement, tu vois quand même beaucoup moins de monde. Donc, ta vie sociale se résume aussi parfois à aller te faire masser. Donc, tu vois, tu es contente un peu de sortir de ton petit quotidien et d'aller échanger avec quelqu'un d'autre. Mais après, oui, enfin, tu vois, il y en a qui sont dans des vraies problématiques de burn-out. Il y en a où c'est plus personnel. Il y en a qui ont des problèmes pour avoir des enfants. Enfin, quel que soit le truc. Et parce que j'ai ce passé avec Switch, j'essaye de les conseiller. C'est un bien grand mot, mais bah, déjà, j'essaie d'être une oreille attentive. Souvent, tu vois, enfin, t'es pas là pour être psy non plus. Donc, déjà, de savoir écouter sans aller leur conseiller 15 000 trucs, c'est déjà un bon point. Et dans un post Instagram, tu disais, je cite, aujourd'hui, j'ai surtout l'impression que chacun des corps que je vois passer sur ma table m'aide à avancer dans mon approche de la féminité et l'acceptation de mon propre corps. Ça m'a beaucoup, j'ai trouvé ça très beau et j'ai envie que tu nous développes un peu plus ça.
Alors, donc ça a trait à tout ce dont j'ai pris conscience autour de la féminité, du féminisme globalement. Il y a encore 2 ans, je me considérais comme absolument pas féministe et je suis blanche, je suis jolie, je suis mince. Tu vois, je rentre dans aucun. Enfin, j'ai la chance d'avoir aucun problème, de faire partie d'aucune minorité. Bah, tu vois, j'ai toujours été hyper privilégiée. Et donc, je me suis jamais posé plus de questions que ça sur le corps des femmes. Tu vois, pour moi, la norme, c'était d'avoir une taille 38. Et si tu étais en 40-42, bon, bah, tu faisais un régime. Je grossis le trait, hein, mais globalement, c'était ça. Et puis, c'est ce que je voyais aussi dans tous les magazines. Enfin, je m'étais jamais posé cette question, en fait. Et puis, bah, j'ai commencé à recevoir des femmes qui étaient de tout type de corps, avec la cellulite, les vergetures, les trop maigres, les trop grosses, les ce qu'elles pensent de leur corps. Et en fait, moi, ça m'a juste permis de me rendre compte que déjà tous les types de corps existaient et que tous étaient beaux. Enfin, j'ai pas envie de rentrer dans un truc trop gnangnan non plus, Oui, je comprends. mais je me suis juste rendu compte en fait que non, la norme c'était pas forcément une taille 38. Et que certes, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Donc, soit c'est les vergetures, soit c'est les cellulites, soit c'est je veux faire une taille 38, soit je veux mon bikini body. Enfin, on a toutes des problèmes en lien avec l'image qu'on a de soi. Mais c'est aussi parce que on porte le poids d'une image qu'on devrait avoir. Et c'est surtout ça, en fait, au-delà de l'acceptation de soi, c'est essayer de lutter pour s'apercevoir que la norme en France, c'est une taille 42. En fait, c'est pas une taille 38. Et c'est essayer de lutter contre tout ce que moi, on m'a toujours inculqué. Et tu vois, et avant, j'étais dans la mode, donc c'était pareil. C'était à chaque fois, quand tu choisissais des mannequins, bah, c'était des filles qui font un 36-38, qui rentrent facilement dans le vêtement, qui sont blanches, qui sont blondes ou brunes. Mais tu vois, j'étais pas du tout dans ce désir d'avoir une représentation de tous les types de corps qui peuvent exister. Et toi, Et donc, t'aimes plus ton corps depuis que tu masses des femmes? alors j'accepte mon corps, pas forcément. Après, tu vois, plus mon visage, ou le rythme que je peux avoir, ou les cheveux blancs. Tu vois, là, ça fait 2 mois que je dois aller chez le coiffeur et que je suis blindée de cheveux blancs. Ma mère, ça la rend folle. À chaque fois qu'elle me voit, elle me dit, mais quand est-ce que tu vas aller chez le coiffeur? Bon, bah, tu vois, ça m'empêche pas je passe un peu au-dessus. D'accord. Donc, je te dis pas que je fais pas hyper attention à la manière dont je m'habille. Si je me sens moche un matin, ça va pas me plaire du tout. Mais, euh, mais voilà, c'est pas pour ça que je vais soit m'affamer si j'ai pris 2 kilos, soit me ruer chez le coiffeur si ça va pas. Donc, c'est pas, tu vois, c'est pour ça aussi que je te disais dans les méthodes que je voulais proposer dans le lieu que j'avais imaginé, c'était pas que de l'acceptation de soi. C'était aussi comment mieux l'appréhender, mais quand même en étant dans une démarche pas de paraître plus jeune, tu vois, mais d'avoir peut-être un petit peu moins de rides ou de savoir mieux s'habiller Oui, quelque de chose. savoir mieux s'accepter, mais en faisant quand même quelque chose. Sans Et être juste dans t'es comme ça et puis c'est tout, accepte-toi. est-ce qu'on veut tout avoir l'air plus jeune? Écoute, les personnes qui... Donc, autant te dire que je me suis pas mal documentée sur la question et que je suis beaucoup de comptes sur Insta. Toute ma culture autour du corps de la femme, du féminisme se fait principalement sur Instagram. Euh, et parfois, tu vois, je tombe sur des comptes Instagram qui sont hyper... alors, j'allais dire virulents, mais c'est pas du tout le bon terme, mais qui sont hyper affirmés dans leur notion de la féminité, dans leur notion d'acceptation et tout. Et en fait, tu t'aperçois que le problème, encore une fois, ne vient pas tant de ce qu'on pense de soi, mais de l'image que doit incarner la femme aujourd'hui, parce qu'on est dans une société qui accepte tel ou tel corps, mais ne fait pas encore de place pour tout le monde.
Donc, il y en a certains qui, tu vois, il y a tout un mouvement aujourd'hui autour des cheveux blancs. Donc, tu as principalement des comptes anglo-saxons où les femmes mettent en avant leur process de changement pour passer au naturel. Donc, ce sont des brunes qui doivent se laisser pousser les cheveux et leurs racines blanches pour arriver à avoir des jolis cheveux argentés. Sauf que c'est un process qui prend 2-3 ans. Et il y a une journaliste notamment qui avait fait, dont le nom m'échappe, mais qui est hyper connue, qu'on avait fait un livre où elle expliquait, elle en plus elle bosse dans la mode. C'est Elle est Sophie hyper connue. Fontanelle. C'est Sophie. Voilà, exactement. Sophie Fontanelle qui expliquait via sa transformation capillaire comment les regards avaient changé sur elle, comment elle avait accepté finalement de vieillir. Donc tu vois, tu as cette partie-là qui est hyper positive et elles sont toujours aussi féminines et toujours aussi jolies avec ses cheveux blancs. Et parfois, tu as un peu d'autres limites où quand tu suis ces femmes, tu vois, plutôt anglo-saxonnes qui ont toute une démarche autour de l'acceptation des cheveux, des cheveux poivre et sel ou des cheveux blancs. Mais à côté, elles ont un visage qui est complètement lifté. Tu as l'impression que c'est des gamines de 20, 30 ans avec des cheveux argentés. Tu vois, pour moi, ça change rien en fait, ça. Elles sont pas du tout pour moi, c'est pas du tout une démarche d'acceptation. Enfin, si tu es dans une démarche d'acceptation, tu acceptes tout. C'est pas juste, tiens, je vais teindre je vais accepter d'arrêter de me teindre les cheveux et d'avoir des cheveux blancs. Oui, c'est pas parce Si que par ailleurs, je me fous 3 piqûres de Botox tous les ans dans la figure. Donc après, tu vois, chacun place son curseur où il veut. Bon, pour moi, l'acceptation, c'est pas forcément ça. Mais les filles qui sont comme ça, elles te disent que c'est une révolution pour elles d'accepter de vieillir parce qu'on voit leurs cheveux blancs. Donc après, tu vois, moi, ça me parle pas du tout. Et c'est pas ma notion de bien vieillir. Mais après, chacun sa manière de se sentir jolie. Qu'est-ce que tu dirais à la Floriane d'il y a 5 ans? T'inquiète pas, ça va aller. Non, mais en plus, principalement en ce moment où tu vois, 2021, c'est l'année où j'ai décidé de me mettre à temps plein sur le projet de C'est du joli et d'arrêter toutes mes autres missions en freelance pour donner une vraie chance à ce projet. Et en fait, c'est horrible d'être dans une démarche entrepreneuriale alors que tu sais pas de quoi demain sera fait. On vit dans une incertitude permanente. Donc, tu vois, j'alterne entre me dire, bon, écoute, t'es très ambitieuse, ça va aller, tu t'en sortiras. Et d'autres jours où je me dis, putain, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de 2021? Où est-ce que je serai dans quelques années? Donc, j'apprends à continuer à avoir de l'ambition, mais en même temps, pas trop me projeter et davantage me laisser porter. Et ça, je pense que j'en aurais été incapable il y a 5 ans. Je ne sais pas si ça peut t'aider, mais moi, j'y crois à mort à ton projet et je trouve que ta façon d'envisager la beauté avec humour, c'est hyper inspirant et je regrette de plus être à Paris pour venir te voir et me faire masser. Reviens te faire masser. Floriane. Non, mais écoute, oui. Quel genre de fille es-tu? Quel genre de fille je suis Quel genre de fille je suis Alors, quand tu me croises dans le métro parisien, j'ai pas du tout l'air sympa, mais, mais en vrai, je pense être une fille assez chaleureuse qui a un humour très facile, mais écoute, je me fais beaucoup rire, ma foi, donc je pars du principe que je suis drôle. Écoute, non, je suis très sympa. Eh ben, c'est bien. C'est très important de faire des blagues et de rigoler à ses propres blagues. Je suis la première. Tout à fait. Écoute, je suis ma première fan, voilà. Hein. Et qu'est-ce qui t'anime? J'en ai aucune idée. M'amuser. Très bien. Écoute, dans mon truc professionnel, c'est toujours m'amuser. Si je me marre pas, je vais changer. Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer? Qu'est-ce qui peut m'agacer? Les enfants qui disent toujours non, ça m'agace beaucoup. Qu'est-ce qui peut m'agacer? C'est une bonne question. Écoute, il y a 2 mois, comme j'étais en pleine phase d'ascension féministe, le moindre discours
anti-féministe me rendait dingue. Ouais. Là, ça va un peu mieux. Tu vois, je suis un peu en phase de OK, je choisis mes combats et je ne m'énerve pas à chaque fois. Donc ouais, non, il y a 2 mois, ça aurait été ça. Là, écoute, j'accepte beaucoup de choses. Hein. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? De continuer à m'amuser. Écoute. D'accord, ce sera une interview sur le thème de la joie et de l'amusement. Non, de continuer à m'amuser aussi bien professionnellement que personnellement, même si je passe mon temps à me poser des questions et à me demander ce que je ferais dans 6 mois ou autre. Continuer à m'amuser et à apprendre. Et la dernière question de l'interview, est-ce que tu aurais une idée de femme que je pourrais interviewer et qui, toi, t'inspire? La personne à laquelle je pensais tout à l'heure quand je disais qu'il y avait des personnes qui étaient qui étaient hyper affirmées sur Insta et qui étaient à 1000 lieues de moi, mais qui m'aidaient dans ma compréhension des corps différents. C'est un compte qui s'appelle, je crois, Corps Cool. D'accord. Voilà. Qui est que je ne connais pas du tout à titre personnel, mais c'est à chaque fois elle a des posts qui me font vachement réfléchir et c'est vraiment une fille qui est à 1000 lieues de moi, mais voilà, tu vois, elle fait partie de ces comptes qui sont importants pour moi dans mon apprentissage d'une autre vision de la femme. Je vais aller regarder ça. Merci Floriane et longue vie à C'est du joli. Merci beaucoup, c'était hyper cool de parler avec toi. Au revoir. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de Genre de Filles sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de Genre de Filles, suivez-moi @Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut!